Dans l'épisode précédent, nous étions à Bagdad. Nous avons vu comment un âge d'or se construit toujours sur deux réalités simultanées. D'un côté, la maison de la sagesse, Al-Khawarizmi, les traductions d'Aristote. De l'autre, les Anges, des centaines de milliers d'hommes africains dans les marais de Bassora, drainant des terres salines à main nue, pendant que des savants débattaient de la nature de l'âme à 150 km de là. Leur révolte a duré 14 ans. Elle a tué au minimum 500 000 personnes. Et pendant ce temps, les califes abbassides se faisaient assassiner par leurs propres gardes, des mercenaires recrutés pour les protéger, qui avaient fini par calculer que faire et défaire les califes était plus rentable que les servir. À l'autre bout de la Méditerranée, à Cordoue, un homme venait de se proclamer calife, Abd al-Rahman le IIIe. Il avait réunifié Al-Andalus après 40 ans de guerre civile. Il régnait sur la ville la plus peuplée d'Occident. Et 7 ans après sa proclamation, il allait prendre une décision. Cette décision va consommer 1/3 des revenus de son État pendant 25 ans. Produire la chose la plus belle de son siècle et créer, lentement, les conditions de la chute de tout ce qu'il avait construit. Cet épisode est l'histoire de ce prix. L'ambassadeur ne sait pas encore qu'il est dans un théâtre. Il vient d'un royaume chrétien du nord de l'Espagne. Des tapis ont été déroulés depuis les portes de Cordoue jusqu'à l'entrée d'une cité dans les collines. Des soldats forment une haie des deux côtés du chemin. Leurs épées nues se rejoignent au-dessus des têtes, formant une voûte de métal. Il avance entre ces deux rangées. Le bruit de ses propres pas lui semble étrangement fort. Puis, il entre dans la salle. Des hommes en brocade et soie attendent, assis sur des chaises. L'un d'eux rayonne quelque chose qu'il identifie comme le pouvoir absolu. Il se prosterne. Un serviteur lui touche doucement l'épaule. Ce n'est pas le calife. Relevez la tête. Il continue d'avancer. Un autre homme, plus imposant. Il se prosterne à nouveau. La même voix, le même geste. Ce n'est pas le calife. Relevez la tête. Cela se produit 4 fois, 5 fois. Et quand il atteint enfin Abd al-Rahman le IIIe, il est dans un état qui ressemble moins à de la déférence diplomatique qu'à quelque chose de plus profond et de moins rationnel. Il n'a plus rien à retenir. Nous sommes en 953, dans ce qui deviendra la salle la plus célèbre de Madinat al-Zahra, le Salon Rico, la salle riche. Abd al-Rahman le IIIe est à l'apogée de quelque chose qu'il a mis toute sa vie à construire. Maintenant, avançons de 57 ans, en 1010, dans la même salle, ou ce qu'il en reste. Les arcs en marbre sont effondrés, les murs sont noircis par la fumée. Des soldats berbères marchent dans les décombres. Ils ne pillent pas dans la précipitation, j'équillent méthodiquement. Une colonne qu'on peut porter vaut quelque chose ailleurs. Du marbre qu'on peut découper se revend. Ils ne détruisent pas par haine, ils détruisent parce que la matière a une valeur et que quelqu'un leur doit de l'argent. 57 ans entre ces deux images. Voici ce que cette vidéo veut calculer. Pas la beauté de ce qui a été construit, elle est documentée. Le prix, 1/3 des revenus de l'État, pendant 25 ans. Pour une cité qui a duré 70 ans avant d'être pillée par les soldats qu'elle était censée impressionner. Et surtout, pourquoi un homme intelligent qui avait passé 50 ans à comprendre les mécanismes du pouvoir a fait ce choix? Et pourquoi, 20 ans après sa mort, un autre homme aussi intelligent a décidé de faire exactement la même chose? Pour comprendre, il faut revenir en 929. Abd al-Rahman le IIIe n'a pas eu une enfance tranquille. Il naît vers 891. Son grand-père paternel gouverne depuis Cordoue dans un état d'impuissance progressive. Le propre père d'Abd al-Rahman est assassiné par un oncle jaloux alors que l'enfant a 7 ans. Une dynastie qui dévore ses propres membres avant que ses ennemis n'aient à le faire. Parce qu'en 888, l'émirat omeyyade de Cordoue explose.
Ce qui se passe entre 888 et 912 n'est pas une simple guerre civile. C'est une démonstration en temps réel des limites d'un État construit sur la centralisation forcée sans légitimité populaire profonde. Un homme incarne tout ça mieux que quiconque. Omar ibn Hafsoun, né dans les montagnes de Malaga d'un père mouladi, ses descendants de chrétiens convertis que la société arabe d'Al-Andalus traite comme des musulmans de seconde zone. Depuis la forteresse de Bobastro, il tient en échec Cordoue pendant 30 ans. Au-delà de lui, une mosaïque de petits pouvoirs locaux, des walis qui ne paient plus l'impôt, des villes fermées à l'armée de l'émir comme une porte à un créancier importun. C'est dans cet état qu'Abd al-Rahman le III prend le pouvoir en 912 à 21 ans. Il pacifie, méthodiquement, campagne après campagne. Omar ibn Hafsoun meurt en 917, sa forteresse tombe en 928. Al-Andalus est à nouveau une unité politique. Fragile, mais une unité. Et puis, le 16 janvier 929, il change son titre. Depuis 750, les Omeyyades de Cordoue se désignaient comme émirs, un titre qui reconnaissait implicitement la supériorité théologique du califat abbasside. Ce jour de janvier 929, dans les khoutbas du vendredi de toutes les mosquées d'Al-Andalus, son nom est accompagné d'un nouveau titre, Amir al-Moumnin, le commandant des croyants. Calife, pourquoi ce risque calculé? Il faut regarder ce qui se passe autour de lui. À Bagdad, le calife abbasside al-Muqtadir en est à son 4e règne. Renversé, rétabli, renversé à nouveau. Il sera assassiné par ses propres troupes en 932. Ce n'est plus un calife, c'est un personnage dans une pièce que d'autres mettent en scène. Et en 909, en Ifriqiya, une nouvelle dynastie s'est proclamée, les Fatimides. Chiites ismaéliens, prétendant descendre de la fille du prophète, depuis Kairouan, ils contrôlent l'Afrique du Nord, financent des agents en Al-Andalus, courtisent les tribus berbères du Maghreb. Et ils ont une prétention absolue, être les seuls califes légitimes de l'islam. Un seul, eux. Abd al-Rahman le III répond directement. Il dit « Il y en a 3, et si vous cherchez la continuité authentique du premier islam, regardez ici. C'est là que les Omeyyades ont survécu. » Il se choisit même un titre complet, An-Nasir li-Din Allah, celui qui défend la religion de Dieu. Mais un titre ne se sustente pas de lui-même. Un calife qui entend rivaliser avec Bagdad et défier les Fatimides doit ressembler à un calife. Il doit avoir des palais qui donnent le vertige, un protocole qui aplatit les visiteurs avant qu'ils ouvrent la bouche. Or, Abd al-Rahman le III règne depuis l'Alcazar de Cordoue, vénérable, historiquement chargé, mais petit à l'échelle de ses nouvelles ambitions. Il lui faut autre chose. Il lui faut une ville. La décision se prend en 936, 7 ans après la proclamation califale. Le site choisi, les collines à la base de la Sierra Morena, à une dizaine de kilomètres à l'ouest de Cordoue. Le flanc sud d'une montagne appelée Djibel al-Arous, la montagne de l'épouse. La vue porte jusqu'à la plaine du Guadalquivir. Le terrain descend naturellement en terrasse vers le sud. L'eau des sources de montagne peut y être acheminée. Le nom n'est pas choisi au hasard. Les Abbassides avaient fondé Bagdad sous le nom de Madinat as-Salam, la cité de la paix. Les Fatimides venaient de nommer leur nouvelle capitale égyptienne Madinat al-Kahira, la cité victorieuse que nous appelons aujourd'hui le Caire. Abd al-Rahman le III entre dans cette compétition toponymique avec précision. Zahra, radieuse, brillante, fleurissante. La même racine que Fatima al-Zahra, la fille du prophète que les Fatimides prétendent continuer. Ce nom est une réponse. Cette cité porte le nom de celle que vous revendiquez. Nous l'avons, pas vous. Ce qui sort de terre au fil des années est organisé sur 3 terrasses. La plus haute concentre le palais califal, les salles de réception, la résidence du calife.
la Dar al-Mulk, la maison du pouvoir, et les bâtiments administratifs dominant les deux autres comme une acropole. La terrasse du milieu accueille les jardins et les pavillons. La terrasse inférieure, la mosquée, les marchés, les ateliers. L'ensemble occupe 112 hectares. Un réseau d'aqueducs réhabilite d'anciennes sections romaines pour acheminer l'eau des montagnes jusqu'à chaque fontaine, chaque bassin, chaque bain. Les matériaux arrivent de partout, marbre de Grenade et d'Alméria, colonnes importées d'Ifriqiya et de Constantinople, boiseries en cèdre d'Afrique du Nord. Les chroniqueurs comptent 4321 colonnes. Chiffre d'inventaire ou amplification poétique, l'échelle est réelle. La première production de céramique andalouse, à décor vert et manganèse, naît dans les ateliers de la cité elle-même. Et des travailleurs. Les sources disent 10 000 par jour. Ce chiffre est peut-être exagéré, mais il traduit une réalité vérifiable dans les structures. On ne construit pas 112 hectares en 25 ans avec quelques centaines d'artisans. C'est une mobilisation de masse, une économie en soi. Son fils, le prince héritier Al-Hakam II, est chargé de la supervision quotidienne. Une façon de lui transmettre non seulement le titre, mais l'œuvre. 25 ans. De 936 à la mort d'Abd al-Rahman III en 961 et au-delà, son fils continuera jusqu'en 976. Mais tout ça a un prix. D.F. Ruggles, professeur d'histoire de l'art à l'université Cornell, formule, en s'appuyant sur les sources médiévales, le chiffre qui devrait arrêter toute conversation sur la splendeur de cette cité avant qu'elle aille trop loin. 1/3 des revenus du royaume, consacrés à construire et entretenir Madinat al-Zahra. Arrêtons-nous là. Pas pour s'indigner, pour calculer. 1/3, c'est 1/3 qui ne va pas ailleurs, pas à l'armée, pas aux routes, aux ponts, aux canaux d'irrigation qui font que le blé pousse. Pas aux garnisons frontalières qui maintiennent les royaumes chrétiens du Nord, distance. Pas aux fonctionnaires qui administrent les provinces. Les revenus d'Al-Andalus ou Abd al-Rahman III viennent de 4 sources. Les impôts fonciers sur la production agricole, les taxes commerciales, la jizya payée par les non-musulmans, et les tribus versées par les royaumes chrétiens du Nord. Certains historiens estiment le total annuel entre 5 et 7 millions de dinars d'or, l'une des entités fiscales les plus robustes d'Occident. 1/3 de ce chiffre représente environ 2 millions de dinars par an. Pour comprendre ce que ça représente, un soldat professionnel coûtait entre 2 et 4 dinars par mois. 2 millions de dinars annuels, c'est de quoi financer une armée de 40 à 80 000 hommes pendant 1 an, chaque année, pendant 25 ans. Ce n'est pas un jugement moral, c'est une arithmétique. Et Madinat al-Zahra n'est pas un monument qu'on inaugure et qu'on abandonne. C'est une machine qui consomme permanence. Une cité de 20 000 habitants avec des centaines de fontaines, un réseau hydraulique complexe, des jardins qui nécessitent une main-d'œuvre permanente, des ateliers, des bains, des marchés. Et elle ne remplace pas Cordoue, elle s'y ajoute. C'est une duplication, 2 coups là où il y en avait un. Les partisans d'Abd al-Rahman III auraient répondu « c'est un investissement diplomatique ». Madinat al-Zahra reçoit les ambassadeurs de Byzance, des royaumes francs, des États chrétiens du Nord. Chacun repart avec une image, celle d'un califat de première grandeur. Et cette image a une valeur militaire, stratégique, commerciale. L'argument est sérieux, il n'est pas faux. Mais il ignore quelque chose. Un symbole peut amplifier une réalité, il ne peut pas la créer. Et si la construction du symbole consomme les ressources qui permettraient à la réalité de durer, alors le symbole mange la substance qu'il est censé représenter. 1/3 des revenus pendant 25 ans. C'est exactement ce risque incarné en chiffres. La réponse à ce paradoxe est dans la salle qu'Abd al-Rahman III commence à construire en 953. Les travaux commencent vers 953. Il se termine vers 957.
4 ans pour construire ce que les archéologues, quand ils la dégagent en 1946, appelleront la structure la plus richement décorée de tout Madinat al-Zahra. 2 noms. Le premier est officiel, la salle de réception d'Abd al-Rahman le troisième. Le second, celui qui reste, est espagnol, Salón Rico, la salle riche. Plan basilical, 3 nefs séparées par des arcs en fer à cheval, colonnes en marbre, chapiteaux sculptés avec une précision qui tient de l'orfèvrerie, et chacun d'eux porte une inscription en koufik louant Abd al-Rahman le troisième au nom de Dieu. La légitimité politico-religieuse gravée dans la pierre pour que même la structure architecturale proclame le califat. La façade donne sur un grand bassin d'eau qui réfléchit la lumière vers l'intérieur, créant des effets lumineux changeants selon l'heure. Un jardin symétrique complète l'ensemble. Le calife sur son trône, entouré d'eau et de verdure, image du paradis coranique rendu tangible. Ce n'est pas un choix décoratif, c'est un choix théologique. Placer le trône califal au centre de cette scénographie paradisiaque dit quelque chose de précis sur la nature du pouvoir revendiqué. Dans cette salle, Abd al-Rahman le troisième n'est pas seulement un dirigeant politique, il est l'image de l'ordre divin sur terre. Et il y a le protocole. Le mystique Ibn Arabi le décrit avec une précision qui laisse deviner le niveau de préparation de ces mises en scène. Des tapis déroulés depuis les portes de Cordoue jusqu'à l'entrée de la cité. Une haie de soldats aux épées nues se rejoignant au-dessus des têtes des visiteurs, formant un tunnel de métal. Puis à l'intérieur, des dignitaires en brocade et soie assis sur des chaises, si somptueux que les ambassadeurs se prosternent devant eux, les prenant pour le calife. Les serviteurs les relèvent doucement. Ce n'est pas lui. Continuez. Cela se produit plusieurs fois. Quand l'ambassadeur atteint finalement Abd al-Rahman le troisième, il est épuisé de déférence. Il n'a plus rien à retenir. Les sources arabes mentionnent également une vasque remplie de mercure. Quand un serviteur l'agitait sur ordre du calife, le mercure liquide réfléchissait la lumière dans toutes les directions. La salle semblait s'allumer de l'intérieur. Certains visiteurs se couvraient les yeux, d'autres se prosternaient, persuadés d'être en présence de quelque chose de surnaturel. Voilà ce que coûte un tiers des revenus pendant 25 ans. Une machine à produire la soumission. Elle fonctionne. Chaque ambassadeur repart impressionné. Mais un symbole efficace n'a besoin de rien d'autre que lui-même. Il n'a pas besoin d'une armée, d'une fiscalité saine, d'une infrastructure entretenue. Un État, lui, en a besoin. Ce que nul ne mesure encore, c'est la facture différée. Ce que nul ne voit encore, c'est que le successeur d'Abd al-Rahman le troisième va hériter non seulement de la cité, mais du modèle de gouvernement qu'elle incarne. La vraie facture de Madinat al-Zahra ne sera pas présentée à Abd al-Rahman le troisième. Elle sera présentée à ses petits-enfants. Abd al-Rahman le troisième meurt en 961. Il a 70 ans. Il a régné 49 ans. Il laisse une note, une confidence que les chroniqueurs ont préservée. À la fin de sa vie, il aurait compté les jours dans lesquels il avait connu quelque chose qui ressemblait à la paix, à un bonheur sans mélange d'inquiétude. Le total, 14. 14 jours heureux en 49 ans de règne. On peut lire cette anecdote comme une mélancolie de vieux monarques. Mais il y a dans ce chiffre quelque chose de précis. Un homme qui a réussi presque tout ce qu'il a entrepris, qui a construit la chose la plus belle de son siècle, qui a procédé à la proclamation symbolique la plus ambitieuse de sa dynastie, cet homme dit avoir été heureux 14 jours. Ce que ça dit du coût personnel du pouvoir absolu, chacun peut le mesurer à sa façon. Son fils Al-Hakam le deuxième lui succède, 46 ans, cultivé, réfléchi, profondément intellectuel. Là où son père était un bâtisseur et un guerrier,
Al-Hakam II est un bibliophile. Sa bibliothèque contient, selon les sources, 400 000 volumes. Chiffre exact ou non, l'échelle dit quelque chose. Dans un monde où chaque livre est copié à la main, assembler une telle collection mobilise des réseaux de copistes et d'agents dispersés à travers tout le monde islamique pendant des décennies. Al-Hakam II envoie des agents à Bagdad, à Alexandrie, à Kairouan. Certains auteurs lui font parvenir leurs ouvrages encore en cours de rédaction. Il continue la construction de Madinat al-Zahra. La structure la plus notable ajoutée sous son règne porte le nom de son Hadjib, son chambellan, la maison de Jafar. Un eunuque affranchi, représentant de cette classe nouvelle que les Omeyyades andalous ont développée, les Sakaliba, des affranchis d'origine slave ou européenne, sans famille, sans clan, dont le destin est entièrement lié à celui de leur maître. La maison de Jafar est construite juste à côté de la résidence califale. L'emplacement dit la relation. Ce n'est pas un fonctionnaire logé par l'État, c'est un homme intégré dans l'espace quotidien du pouvoir. Le fardeau économique continue. Le budget de construction s'étale maintenant sur 40 ans, et la cité, pleinement opérationnelle, a ses coûts d'entretien permanents. Madinat al-Zahra est devenu un fait établi, une dépense inscrite dans la structure même du budget de l'État, impossible à éliminer sans dépouiller le calife de l'expression la plus visible de sa souveraineté. C'est ce que les économistes appellent un coût irrécupérable, une dépense passée qu'on ne peut pas récupérer et qui ne devrait pas influencer les décisions futures. Mais dans la psychologie humaine, le coût irrécupérable exerce une attraction puissante. On continue de financer un projet non pas parce qu'il est rentable, mais parce qu'on ne peut pas admettre que tout ce qu'on y a déjà mis était une erreur. En 976, Al-Hakam II meurt. Son fils s'appelle Hicham, il a 12 ans. Dans n'importe quelle configuration de pouvoir médiéval, un calife de 12 ans est une invitation. À quiconque est suffisamment proche du centre et suffisamment dépourvu de scrupules pour percevoir dans cette minorité non pas un enfant à protéger, mais une vacance à exploiter. À la cour de Cordoue, en 976, cet homme existe déjà. Mohammad ibn Abi Amir est né vers 938, quelque part dans la région d'Algésiras. Famille d'ascendance arabe yéménite, pas particulièrement puissante, pas particulièrement riche. Il arrive à Cordoue, comme beaucoup d'hommes ambitieux de province arrivent dans une capitale, avec une éducation, droit, littérature, et l'intelligence de comprendre que dans cette ville, tout passe par les relations. Il commence comme greffier, puis devient gestionnaire des biens du jeune prince Hicham, point d'entrée modeste, ce qu'il en fait ne l'est pas. Il y a deux choses qu'Ibn Abi Amir comprend mieux que la plupart de ses contemporains. La première, dans un État où le calife est absolu en théorie, mais limité en pratique par l'administration, le vrai pouvoir se trouve dans les réseaux d'allégeance construits patiemment dans l'ombre. La seconde, celui qui contrôle l'accès au calife contrôle le calife. Il construit ses réseaux. Il gagne la faveur de Soub, la mère de Hicham, ancienne concubine d'origine chrétienne navarraise, femme d'une intelligence politique redoutable, seule personne dont le jeune calife est vraiment proche. Par Soub, Ibn Abi Amir accumule des charges, noue des alliances, élimine des rivaux. Il se constitue une clientèle militaire en finançant des campagnes contre les royaumes chrétiens du Nord. Et ces campagnes, il les gagne. Ce qui lui vaut un titre, d'abord honorifique, puis réel, Al-Mansour Billah, le victorieux par la grâce de Dieu. En espagnol, Al-Mansor. En 978, il est Hadjib, premier personnage de l'État après le calife. En pratique, il est l'État. Hicham II disparaît progressivement de la vue publique. Il réapparaît pour les cérémonies officielles, pour les prières du vendredi, où son nom doit être mentionné dans la khoutba pour que la légitimité demeure. Mais le gouvernement se fait sans lui, à côté de lui, jamais
avec lui. Ce que fait ensuite Almanzor révèle quelque chose d'important. Il aurait pu gouverner depuis Madinat al-Zahra, ce qu'elle était déjà. À la place, il décide de bâtir sa propre cité. En 978, les travaux commencent à l'est de Cordoue. La cité s'appellera Madinat al-Zakhira, la cité resplendissante. Un nom qui fait écho, délibérément, à Madinat al-Zahra. Un nom qui dit « j'ai la même ambition, la même capacité à construire ». Mais ce n'est pas la même cité, et ce n'est pas le même homme. Almanzor y déplace les archives de l'État, les institutions administratives, sa cour personnelle. Le centre de gravité du pouvoir à Cordoue bascule physiquement d'un côté à l'autre de la ville. Madinat al-Zahra, 40 ans à peine après sa fondation, cesse d'être le cœur de l'État. Il y a une décision d'Almanzor, souvent oubliée, qui dit davantage sur sa nature que n'importe lequel de ses palais. Al-Hakam le deuxième avait constitué une bibliothèque de 400 000 volumes. Almanzor l'a fait trier. Les livres de philosophie, de logique, de sciences dites anciennes, tout ce qui peut paraître suspect aux théologiens conservateurs qu'il s'est attaché comme alliés politiques, sont retirés. Certains brûlent. Il achète leur silence sur sa légitimité douteuse avec le bûcher des livres de Galien et d'Aristote. En janvier 2026, des chercheurs de l'université de Cordoue ont publié dans la revue Méridies les résultats d'une analyse LIDAR du terrain à l'est de Cordoue. Les données révèlent des anomalies sur environ 120 hectares dans les collines de Pendolias, près d'Alcolea, à 12 km de la Grande Mosquée. Superficie comparable à celle de Madinat al-Zahra, structure cohérente avec une cité planifiée. Confirmation archéologique à venir. Mais pour la première fois en 1000 ans, on peut pointer sur une carte et dire « c'est peut-être là ». 2 palais, 2 pouvoirs, un seul peut survivre. Et les deux ont déjà planté les graines de leur propre fin. Si ce que vous venez d'entendre vous semble important, partagez-le à quelqu'un dans votre entourage qui se pose des questions sur les mécanismes du pouvoir. C'est souvent dans ces échanges que ce genre de connaissances trouve sa vraie valeur. Depuis 978, Hicham le deuxième est confiné dans l'Alcazar de Cordoue. Pas en prison, il est traité avec tous les honneurs dus à sa fonction. Il mange bien, il est entouré de serviteurs. Mais il ne gouverne pas, il ne reçoit pas d'ambassadeurs, il ne nomme pas de fonctionnaires. Il est un calife fantoche, le sceau dont on tamponne les décrets d'un autre. Pendant ce temps, Madinat al-Zahra vit une transition silencieuse. La cité qu'Abd al-Rahman le troisième avait mise 25 ans à construire, qui avait été l'âme du gouvernement pendant 40 ans, cesse d'être un centre de pouvoir. Almanzor a déplacé tout ce qui compte vers Madinat al-Zahira, à l'est. Les jardins de Madinat al-Zahra sont encore arrosés, les palais encore entretenus. Mais quelque chose d'essentiel s'est retiré. La présence du pouvoir, cette circulation quotidienne d'hommes qui décident et signent. Sans elle, une cité palatiale n'est plus qu'une très belle maison vide. Ce délaissement est lui-même une humiliation politique. Abd al-Rahman le troisième avait construit Madinat al-Zahra pour dire que c'est ici que l'islam occidental décide. Almanzor, en la vidant, dit le contraire sans un mot. Almanzor gouverne. Et il gouverne bien, dans un sens pragmatique et militaire. 57 campagnes contre les royaumes chrétiens du Nord entre 978 et 1002. Barcelone tombe en 985. Zamora et Léon sont saccagés en 988. En 997, l'opération la plus symboliquement retentissante de son règne, Santiago de Compostela, la basilique qui abrite le tombeau de l'apôtre Jacques. Almanzor ne touche pas au tombeau, prudence politique pour ne pas créer un martyr, mais il rase la ville. Et les grandes cloches de bronze de la cathédrale, il les fait porter à Cordoue, à l'épaule de prisonniers chrétiens. Elles serviront de lampes dans la grande mosquée. C'est du théâtre de guerre, du même type que Madinat al-Zahra,
un acte conçu pour être raconté, pour amplifier dans l'imaginaire collectif la puissance de celui qui l'a ordonné. Almanzor meurt le 10 août 1002, sur la route du retour d'une campagne dans la Rioja, enterré à Medinaceli, environ 64 ans. Vrai maître d'Al-Andalus pendant 24 ans. Et il n'a pas laissé un État, il a laissé un système personnel. La différence est cruciale. Un État traverse une succession difficile, ses institutions tiennent, ses mécanismes fonctionnent, ses loyautés sont attachées à la fonction plutôt qu'à l'individu. Un système personnel se fracture avec son créateur parce que tout ce qui le tenait ensemble était la présence de l'homme qui en était le centre. Les réseaux qu'Almanzor avait tissés pendant 20 ans étaient des réseaux d'allégeance personnelle, pas à une institution, à lui. Son fils aîné, Abd al-Malik al-Muzaffar, lui succède comme Hajib, compétent. Il maintient la cohésion 6 ans. Il meurt en 1008, d'une maladie officiellement. Les sources se font prudentes sur ce point. Son demi-frère, Sanchuelo, prend sa place. Sa mère est une princesse navarraise, d'où le surnom. Et Sanchuelo commet l'erreur que son père, dans toute son intelligence, n'avait jamais commise. Almanzor avait toujours maintenu Hicham le II comme calife nominal. Il comprenait que les élites d'Al-Andalus avaient accepté les Amirides précisément parce qu'ils n'avaient pas touché au titre califal. Toucher à cette ligne rendait les allégeances négociables. Sanchuelo veut le titre, il obtient en 1008 qu'Hicham le II le désigne officiellement comme successeur au califat. Une désignation sans précédent, illégitime, révoltante pour les élites omeyyades. En janvier 1009, il part en campagne vers le nord. Le pays se soulève derrière lui. Mohammad ibn Hicham, petit-fils d'Abd al-Rahman le III, entre dans Cordoue le 15 février 1009 avec des partisans. Il destitue Hicham le II, se proclame calife. Sanchuelo, apprenant la nouvelle, retourne vers Cordoue. Il est intercepté, tué. Sa tête est exposée aux portes de la ville. C'est la première secousse, pas la dernière. Entre 1009 et 1031, 9 prétendants différents se succèdent sur le trône de Cordoue. Certains règnent quelques semaines, d'autres quelques mois. C'est la fina. Et dans cette guerre civile, les deux palais paient. Madinat al-Zahira d'abord, dès 1900, des émeutiers la saccagent. Ce qui avait été construit en quelques années, habité 20 ans et méthodiquement vidé. La cité disparaît si complètement que pendant 1000 ans, on ne retrouve plus l'endroit où elle se trouvait. Puis Madinat al-Zahra. En 1010, des troupes berbères, recrutées au Maghreb, comme Almanzor lui-même avait recruté des berbères, assiègent Cordoue. Des soldats qui ont changé de camp plusieurs fois, qui n'ont pas été payés. Dans le calcul brutal d'une armée sans solde, ce qui les entoure a une valeur. Ce que les chroniqueurs décrivent n'est pas une destruction dans la colère, c'est une démolition dans la froideur. On retire ce qui peut être retiré. Les colonnes de marbre réapparaissent ensuite dans des mosquées d'Afrique du Nord, dans des constructions de Séville. Les colonnes rosées et bleues visibles aujourd'hui sur les murs extérieurs de la Géralda. Certaines viennent de Madinat al-Zahra, le marbre que des carriers avaient taillé dans des collines lointaines, que des navires avaient transporté, que des artisans avaient poli pendant des années. Ce marbre a survécu à la cité, il est simplement ailleurs. L'incendie suit le pillage, puis la boue des hivers recouvre les décombres. Les siècles passent. Des bergers traversent ce qui ressemble à un terrain vallonné, sans savoir ce qui est sous leurs pieds. En 1910, quand les premiers archéologues commencent à fouiller, ils ne trouvent pas des ruines évidentes. Ils trouvent des couches, des murs enfouis, des sols en marbre à 1 mètre sous la surface. Le palais n'avait pas été détruit, il avait été absorbé. 70 ans. De 936 à 1010, 1/3 des revenus pendant 25 ans, pour 70 ans de gloire. Puis rien, sauf des colonnes dans les murs d'une autre mosquée.
En 1031, les derniers prétendants omeyyades sont expulsés de Cordoue. Le califat n'existe plus. À la place, une mosaïque de petits royaumes, les taïfas. Séville, Grenade, Tolède, Saragosse. Chacun pour soi, chacun assez faible pour que les royaumes chrétiens du Nord commencent à grignoter. Ce qu'on appellera la Reconquista n'est pas une croisade organisée, c'est une série d'opportunités que l'effondrement du califat de Cordoue ouvre une à une. L'édifice bâti depuis 755 par Abd al-Rahman Ier, maintenu pendant 276 ans, couronné en 929 avec la proclamation califale, orné en 936 avec Madinat al-Zahra, cet édifice s'est effondré. Faisons maintenant le calcul. Récapitulons. Pas pour résumer, pour voir. Abd al-Rahman III, 49 ans de règne, unification d'Al-Andalus, proclamation califale en 929, construction de Madinat al-Zahra à partir de 936, un tiers des revenus de l'État, 25 ans, 10 000 travailleurs selon les sources, 112 hectares sur 3 terrasses dans les collines de la Sierra Morena. Salón Rico construit entre 953 et 957, machine à produire la soumission des ambassadeurs. Il meurt en 961. 14 jours heureux. Al-Hakam le deuxième continue la construction, constitue une bibliothèque de 400 000 volumes, meurt en 976, laisse un fils de 12 ans. Hicham le deuxième, calife de papier pendant 30 ans, exploité comme instrument de légitimité par un homme plus ambitieux que lui. Almanzor construit Madinat al-Zahira à l'est de Cordoue, fait brûler la bibliothèque d'Al-Hakam II pour acheter l'allégeance des théologiens, mène 57 campagnes victorieuses, gouverne avec compétence, mais crée un système personnel sans succession légitime, meurt en 1002. Sanchuelo essaie d'hériter de la substance sans avoir la légitimité, tué en 1009. Fitna, 1009, Madinat al-Zahira saccagée. 1010, Madinat al-Zahra brûlée et pillée. 1031, califat de Cordoue dissous, un tiers des revenus pendant 25 ans. Pour 70 ans de gloire, puis rien. La question n'est pas de savoir si Abd al-Rahman III a commis une faute morale. Il n'en a pas commis. Dans les catégories de son temps, construire une cité palatiale pour manifester son pouvoir était une pratique normale, répandue, stratégiquement justifiable. La question est de savoir quel mécanisme s'est mis en marche et pourquoi ce mécanisme conduit toujours, invariablement, au même résultat. Le mécanisme est le suivant. Quand un pouvoir investit dans le symbole de sa puissance plutôt que dans la puissance elle-même, il crée un déficit invisible, un déficit dans les institutions réelles, les armées capables, les administrations fonctionnelles, les économies prospères, les populations qui ont une raison concrète de défendre l'ordre en place. Ce déficit ne se voit pas tout de suite. Les symboles sont visibles, les déficits sont latents. Pendant des années, parfois des décennies, le symbole continue de projeter une image de puissance que la réalité ne supporte plus entièrement. Puis vient un choc, une succession difficile, une armée impayée, une ambition mal calibrée, et la réalité latente devient visible d'un coup. Abd al-Rahman III avait compris quelque chose de juste. Pour rivaliser avec Bagdad et défier les Fatimides, il lui fallait une expression architecturale de son califat. Ce qu'il avait peut-être sous-estimé, c'est que ses rivaux avaient eux aussi leurs problèmes. Le califat abbasside était déjà entre les mains de ses généraux. Les Fatimides allaient se retrouver à leur tour dans des difficultés. Course à la magnificence palatiale qu'il avait lancée était une course contre des adversaires qui n'étaient pas en meilleure forme que lui. Mais surtout, Almanzor. Almanzor a regardé ce qu'Abd al-Rahman III avait fait et en a tiré une conclusion qui semblait logique. Si la légitimité se fabrique avec du marbre et de l'or, alors je peux en fabriquer aussi.
Madinat al-Zahira est la preuve qu'il a cru que le mécanisme était reproductible indépendamment de la légitimité dynastique. Il avait tort. Parce que ce qui donnait à Madinat al-Zahra sa puissance symbolique, ce n'était pas seulement ses marbres. C'était qu'Abd al-Rahman le III était un calife omeyyade, descendant d'une dynastie vieille de 2 siècles, dont le nom portait le poids d'une continuité historique qu'aucune quantité de marbre n'allait conférer à Almanzor. Et le saccage de 1009 le prouve. La population de Cordoue n'a pas détruit Madinat al-Zahira parce qu'elle était trop belle ou trop coûteuse. Elle l'a détruite parce que la légitimité d'Almanzor s'était évaporée avec lui, et que, sans cette légitimité, la cité n'était qu'une accumulation de matériaux précieux dont d'autres pouvaient avoir besoin. Voilà le mécanisme universel. Il y a un nom, en psychologie, pour ce que font les dirigeants qui sentent leur légitimité fragilisée et qui compensent par des expressions extravagantes de puissance. Le psychologue américain Roy Baumeister et ses collaborateurs ont formalisé ce qu'ils appellent la réponse à la menace identitaire, la façon dont les individus dont l'identité est mise en danger réagissent non pas en résolvant les problèmes réels qui menacent leur position, mais en produisant des signaux de statut encore plus éclatants. L'homme qui sent son autorité vaciller ne renforce pas ses fondations. Il construit quelque chose de plus grand. Il fait des déclarations de plus en plus imposantes. Parce que l'ego sous pression cherche à réparer l'image plutôt que la réalité. Ce mécanisme a une logique interne qui n'est pas irrationnelle à court terme. Un symbole de puissance qui fonctionne produit des effets politiques concrets. Le problème n'est pas l'efficacité immédiate du symbole. Le problème est la facture différée de l'investissement dans ce symbole au détriment de la substance. Ibn Khaldoun, philosophe de l'histoire du XIVe siècle, avait formalisé quelque chose d'approchant dans sa Muqaddima, son concept de Asabiyya, la cohésion sociale, et la force motrice des dynasties. Les dynasties jeunes ont une cohésion forte, forgée dans la nécessité. Les dynasties installées la perdent dans la prospérité. Les dynasties vieillissantes la dépensent dans la magnificence, dans les palais, les rituels de pouvoir, les cours brillantes, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien pour résister à la prochaine secousse. Ibn Khaldoun écrit XIVe siècle. Il a devant lui les ruines de l'empire almohade, les fragments des taïfas, les décombres de Madinat al-Zahra que des bergers andalous arpentent sans savoir ce que c'est. Il observe, il théorise, et ce qu'il formule vaut pour tout ce que nous venons de voir. Ce mécanisme n'est pas mort avec l'islam médiéval. Versailles, 20 000 ouvriers, des millions de livres tournois sur plusieurs décennies, le palais le plus spectaculaire d'Europe. Les finances de la monarchie française au moment de la mort de Louis XIV sont dans un état critique. La part directe de Versailles dans la Révolution de 1789 est débattue, elle est partielle, certainement pas unique. Mais la logique est reconnaissable. Les gratte-ciel records des monarchies du Golfe. À chaque nouveau règne, une nouvelle tour plus haute que la précédente. Ces milliards ne vont pas au système d'eau dans les provinces rurales, pas aux universités, infrastructures de santé. Ils vont à une ligne dans les livres de records. Parce que quand la légitimité n'est pas fondée sur le consentement des gouvernés, mais sur la tradition dynastique et la magnificence visible, la tour la plus haute du monde est un argument politique. Elle dit « Nous pouvons faire ça, vous ne pouvez pas nous défier ». C'est exactement ce que disait le Salon Rico. Avec ses arcs en fer à cheval, ses colonnes de marbre, son mercure dans une vasque, le même argument, la même confusion entre le symbole et la substance. Madinat al-Zahra est aujourd'hui un site UNESCO, l'un des plus beaux témoignages de l'architecture islamique médiévale. Ce que ces ruines racontent, ce n'est pas la grandeur de ceux qui l'ont construite, c'est le prix de cette grandeur, et la façon dont ce prix est presque toujours payé par d'autres que celui qui a décidé de la grandeur. 1/3 des revenus, pendant 25 ans,
pour 70 ans de gloire. Puis rien, sauf des colonnes dans les murs d'une autre mosquée. Peut-on construire une gloire qui dure? Je vous laisse avec cette question. Ce que nous venons d'examiner, un dirigeant qui impose sa légitimité par un geste symbolique monumental et qui, ce faisant, fragilise l'État qu'il prétend fortifier, n'est pas un mécanisme propre au califat de Cordoue. Il y a une vidéo sur cette chaîne qui raconte quelque chose de similaire dans un contexte différent. Le calife Ousmane, troisième successeur du prophète, décide dans les années 650 de standardiser le Coran. Il fait rassembler tous les exemplaires existants, établir une version officielle et ordonne la destruction de tout ce qui s'en écarte. Un geste politique autant que religieux. Un geste qui vise à unifier une communauté en train de se fragmenter. Et un geste qui coûte pour les hommes dont les versions sont brûlées. Le même réflexe 1000 ans plus tôt, face à une légitimité contestée, produire un symbole d'autorité si absolu que la contestation semble impossible. Elle s'affiche en haut de votre écran,